Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Journée mondiale des jeunes filles. Aux nouvelles mondiales, au Moyen-Orient, l'armée israélienne frappe le QG des services de renseignement du Hezbollah. 73 morts dans le frappe. C'est les détails dans ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent, son excellence, monsieur Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a pris part à la 35e session du Conseil des ministres arabes chargé des affaires environnementales qui s'est tenue le 17 octobre 2024 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le ministre était accompagné de monsieur Aden Hassan Elmi, conseiller technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable, et de monsieur Miad Ali Moussa, consul de Djibouti à Jeddah. L'objectif de cette réunion était d'aborder plusieurs défis environnementaux, notamment des solutions fondées sur la nature, les décisions prises lors des sessions précédentes, les accords internationaux sur l'environnement, les coopérations arabes dans les domaines de la désertification, de la biodiversité et des enjeux climatiques. Dans son discours, le ministre a réaffirmé que la République de Djibouti est confrontée à de nombreux problèmes environnementaux. Djibouti est particulièrement exposé aux événements climatiques extrêmes en raison des facteurs géographiques, de la fragilité de son environnement naturel et de son climat aride qui se constitue une menace réelle pour les communautés de l'économie du pays. Depuis le sommet de Rio, Djibouti a accordé une grande importance à la protection de l'environnement en plaçant sa préservation parmi les priorités nationales. Cette priorité est clairement inscrite dans les différents documents de planification, notamment dans le document de stratégie et des réductions de la pauvreté. Communiqué de ce journal à présent, la Direction générale des domaines et de la conservation foncière informe aux bénéficiaires concernés que les mesures suivantes seront prises pour les dossiers se trouvant dans une situation d'impayé au niveau de la Direction des domaines. Pour les notifications des paiements délivrés avant le 1er septembre 2024 ne sont plus acceptées et sont annulées. Pour les notifications de paiement délivrées à compter du 5 août 2024, les bénéficiaires doivent s'acquitter l'ensemble des frais relatifs à l'acquisition de la parcelle de terrain avant le 27 novembre 2024. Pour le cas des impayés de frais d'enregistrement et de coûts relatifs aux voiries et réseaux divers VRD, les bénéficiaires doivent payer l'intégralité de ce frais avant le 27 novembre 2024. Et enfin, pour les cas d'échéance de paiement d'une année, les bénéficiaires doivent s'acquitter le reste des frais restants avant le 27 novembre 2024. Actualité à la une mentionnée dans les titres, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec l'UNICEF a organisé une cérémonie festive à l'école d'Anguela ce 20 octobre 2024 à l'occasion de la Journée internationale de la fille, une journée qui a été déclarée le 19 décembre 2011 par l'Assemblée générale des Nations Unies par la résolution 170. Cette journée vise à reconnaître les droits des filles et à mettre en lumière les obstacles particuliers auxquels elles font face à travers le monde. Le thème retenu pour cette année est la vision de la jeune fille à l'avenir, un choix qui souligne l'importance de l'éducation et de l'autonomisation des filles. Parmi les personnalités présentes figuraient M. Abdi Delil, directeur général de l'éducation, Mme Marianne Mahmoud Issa, responsable du genre au MENFOP, et Mme Sayaka, chef de section éducation à l'UNICEF. La journée a été riche en événements avec des élèves déguisés en professionnels tels que médecins, avocats et gendarmes, illustrant leur aspiration future. Mme Marianne a profité de cette occasion pour souligner l'importance de cette journée, évoquant les initiatives mises en place pour lutter contre le décrochage scolaire des filles, notamment la distribution des kits d'hygiène. Pour l'équipe, Mme Lo, la directrice des enseignements, a également contribué à la célébration en apportant un cadeau sous forme d'un tableau, invitant les élèves à décrire ce qu'ils représentaient, stimulant ainsi leur créativité et leur réflexion sur l'avenir. Le 19 octobre, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la direction de la police nationale a organisé la finale du tournoi d'été de football au profit des jeunes de la caserne de la police. Cet événement a rassemblé de nombreux passionnés de sport et de loisirs et visait à accompagner les jeunes à travers des activités physiques
pour lutter contre l'osivité tout en renforçant les liens entre les membres de la communauté. Les deux équipes finalistes, FC Caïn et FC Police, se sont affrontées dans un match intense marqué par l'engagement et le fair play. Un tournoi qui s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à promouvoir la cohésion sociale et le développement de la jeunesse a connu un grand succès grâce à l'implication des organisateurs et des participants. Lors de la remise des trophées, en présence du colonel Mahdi Adan Farah, du chef du cabinet, colonel Ilmi Daher Megil, du colonel Omar Hassan, directeur de la sécurité publique, et des officiels de la police, ainsi que la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat du MJC, mais aussi plusieurs personnalités ont été félicitées. Allez féliciter toutes les équipes participantes pour leur engagement et leurs compétences. Des récompenses spéciales ont également été attribuées aux meilleurs joueurs du tournoi, soulignant la qualité du talent des jeunes. En conclusion, cette édition de cette année du tournoi de football d'été de la police nationale restera gravée dans la mémoire pour la qualité de ses matchs et la passion de ses participants. Le football, une fois de plus, s'est révélé être un formidable vecteur de cohésion sociale. Voici la réaction recueillie auprès d'un jeune joueur issu de l'équipe. Je m'appelle Hamza Jam Aouaïs et aujourd'hui je fais partie de l'équipe qui a gagné cette finale, cette compétition de Coupe TT qui s'est bien clôturée. Et aujourd'hui j'ai dit que nous sommes vraiment contents et nous remercions à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin pour organiser cette compétition. Je remercie également le directeur général de la police nationale, monsieur le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo. Nous vous remercions et merci beaucoup de nous avoir organisé cette compétition. Et voilà, nous sommes très contents. Merci beaucoup. Sport toujours, hier sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la fédération djiboutienne de handball a organisé la finale de Coupe de Djibouti féminine 2024-2025 au gymnase du lycée d'État. Cette rencontre a opposé les deux meilleures équipes, la gendarmerie et l'équipe de jeunes espoirs. Les tenants du titre ont triomphé d'une manière écrasante. La soirée a ensuite vu s'affronter les équipes de handball masculine avec un match très attendu entre la garde-côte et l'équipe du transit d'Ita. Dans une ambiance enflammée, la garde-côte a arraché la victoire avec un score serré de 34-32. Cet événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités, notamment le colonel de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogre, le directeur des sports, M. Abshir Ali Hassan, M. Ahmed Mohamed Tahir, président de la Fédération djiboutienne de handball, ainsi que des officiers de la garde-côte, de la gendarmerie et d'autres représentants du monde de football. Ces victoires consécutives, notamment après le succès récent de la garde-côte, témoignent de la forme remarquable de l'équipe de travail sérieux du colonel Waïs Omar Bogre et de ses dirigeants. Avec des belles performances en poche, la saison 2024-2025 du championnat peut enfin débuter. Cette cérémonie s'est conclue par la remise des trophées aux vainqueurs de la Coupe de Djibouti, célébrant ainsi un événement mémorable pour le handball djiboutien. Parmi les joueurs de Dita Transit, ce soir on a pu assister à la finale de la Coupe. On est vice-champion, on s'est bien battu, on a fait nos efforts. Inch'Allah, on espère avoir pour la Super Coupe notre victoire, notre revanche. Et je vous salue. C'est dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur des infrastructures routières urbaines de la ville de Djibouti que l'agence djiboutienne de route a lancé aujourd'hui une vaste campagne d'enquête de trafic dans plusieurs zones à travers les 3 communes de la capitale. Cette campagne a pour objectif de recueillir des données précieuses sur les habitudes de déplacement, les flux de circulation et l'utilisation des infrastructures routières afin de mettre en place des solutions adaptées pour améliorer la mobilité urbaine. Ces enquêtes seront réalisées par la société Redsi Associates en partenariat avec un groupement de bureaux d'études composés d'IDEA Consult International, Study International et TRT Transport. Les travaux de l'enquête comprendront plusieurs volets, notamment l'enquête ménage-déplacement,
comptage routier, enquête origine-destination, enquête sur le transport en commun, etc. Enfin, l'agence djiboutienne des routes appelle à la pleine coopération des citoyens et des usagers de la route pour faciliter le travail des enquêteurs qui sillonneront les zones concernées afin de collecter ces informations essentielles. La participation active de tous est cruciale pour la réussite de cette campagne qui vise à renforcer la sécurité et fluidité de la circulation dans la ville de Djibouti. Conception de l'étude et aussi nous sollicitons nos partenaires et les parties prenantes de ces projets à alerter de la police nationale d'y accompagner les enquêteurs afin de mieux mener ces projets qui est très important pour la ville de Djibouti et qui est tant attendu par la population. La troisième mission de suivi des évaluations subventionnées s'est tenue avec succès dans la région d'Obok au Conseil régional, marquant une étape importante dans la mise en œuvre du projet de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, exécuté par l'IMF et financé par l'Union européenne. Cette mission visait à évaluer les progrès de projets locaux et à renforcer les capacités des associations bénéficiaires, notamment l'association Ubuki, qui a reçu des équipements essentiels pour poursuivre ses actions sur le terrain. La cérémonie des remises d'équipements a réuni plusieurs acteurs clés du développement local, notamment le président du conseil régional de Bok, la représentante du ministère de la décentralisation, Mme Fatouma Youssouf Abdallah, le secrétaire permanent de l'ANCLD, M. Ali Roufa, ainsi que les membres de l'association Ubuki et l'équipe de gestion du projet. Dans le cadre de cette mission, l'association Ubuki, qui œuvre pour le développement communautaire et la gestion durable des ressources à Obok, a bénéficié de la remise d'équipes indispensables à la poursuite de ses activités. Ces équipements composés d'outils d'informatique et de matériel bureautique permettront à l'association d'améliorer ses capacités opérationnelles et d'intensifier ses efforts en faveur du développement local de la région. Cette troisième mission de suivi et évaluation a permis d'évaluer les progrès réalisés par les bénéficiaires du projet, notamment en ce qui concerne les défis rencontrés et les ajustements à apporter. Porté par l'IMF en partenariat avec l'ANCLD, financé par l'Union européenne. Ensemble, nous avons l'opportunité de renforcer le développement local. Le ministère délégué chargé de la décentralisation, à sa tête son Excellence Qassim Haroun Ali, est pleinement engagé à accompagner et soutenir les associations et le développement local. Aujourd'hui, nous procéderons à l'administration de questionnaires de mieux comprendre vos besoins et d'évaluer l'impact des équipements que nous allons remettre à votre association Ubuki pour soutenir vos activités et vous aider à atteindre vos objectifs. On écoute à présent les propos du secrétaire permanent de l'ANCLD, M. Ali Roufa. Cette démarche qui reflète l'engagement conjoint de nos institutions, AIMF, ANCLD et de la société civile, est avant tout un témoignage de notre volonté collective de promouvoir le développement durable et inclusif au niveau local. Le suivi et l'évaluation sont des étapes essentielles dans le cycle de tout projet. Elles permettent non seulement de mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis rencontrés et les axes d'amélioration à mi-chemin. L'objectif ici est de s'assurer que les projets financés atteignent les résultats attendus et bénéficient pleinement aux communautés locales qui sont au cœur de notre action. Ce moment aussi est une occasion précieuse pour écouter vos retours, ajuster nos approches si nécessaire et nous assurer que l'impact des projets soit pérenne et bénéfique sur le long terme. Chaque association que nous accompagnons joue un rôle fondamental dans le développement de la région. Leur engagement, leur expertise de terrain et leur proximité avec les populations en font des acteurs incontournables pour relever les défis locaux. En tant que partenaire, il est donc de notre responsabilité commune de veiller à ce que ces initiatives soient soutenues de manière efficace et pertinente. Dans le cadre de cette mission, nous avons également le plaisir de procéder à la remise d'équipements par chaque organisation. Ils sont plus qu'un simple apport matériel. Ils constituent un levier indispensable pour améliorer vos capacités opérationnelles, renforcer vos interventions sur le terrain et accroître l'impact de vos actions. Nous savons tous à quel point les ressources et les moyens techniques sont essentiels pour mener à bien vos projets. Ensuite, voici M. Mohamed Hamed Ismail, président du conseil régional d'Obok, qui a félicité l'AIMF et l'ANCLD. Projet que l'AIMF, qui est l'association Ubuki plutôt,
a pu obtenir sur un projet de l'AIMF avec l'appui de la NCLD sur financement de l'Union européenne. Ce projet s'intitule Un peu de lumière à Andoli. Il était question de solariser 100 ménages. Voilà, 100 ménages pour la communauté des Andoli. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement donc à la fin du projet. Ce sera l'occasion pour chacun de nous d'apprécier un peu le bilan, donc où est-ce que nous en sommes, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas pu fonctionner, et les retouches qu'il faudra y apporter. Mais donc d'ores et déjà, je voudrais dire un grand bravo à l'association Oupki pour ce projet donc, important pour notre communauté. C'est un projet que nous voulons voir faire également dans d'autres localités comme Alel Dada ou autres aussi, Dadato et même Adgeno. Et c'est un projet, je le rappelle, qui a été mis en place par l'AIMF avec l'appui de la NCLD et sur financement de l'Union européenne. Au moment où on en parle aujourd'hui, je crois que 80 ménages ont été connectés, donc on peut avoir ce projet. Il doit rester une vingtaine. Ça va donc s'enchaîner. Aujourd'hui, les membres que vous êtes auront l'occasion, mademoiselle Fatouma Youssouf Abdallah, donc représentant des ministères également, de dire un mot. Et par la suite, ce sera madame Hasna, la présidente de l'association des... Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, l'armée israélienne affirme avoir ciblé le quartier général de l'état-major des renseignements du Hezbollah et un atelier souterrain de production d'armes à Beyrouth, a rapporté dimanche son porte-parole arabophone Archivai Adrea sur X. Des dizaines de cibles dites rampes de lancement de missiles et bâtiments militaires ont également été ciblés. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.